Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Holly Gibney, connue aussi sous le nom de Holly la marmonneuse, a beau avoir des troubles mentaux, ni les psychotropes qu'elle prend, ni les cigarettes qu'elle fume en douce, ne la ralentissent physiquement. Oncle Henry écrase le frein et elle bondit hors de la Chevrolet de location alors que l'explosion retentit encore. Hodges est juste derrière elle, courant comme un dératé. Une douleur lui poignarde la poitrine et il pense que ça pourrait bien être une crise cardiaque. Quelque part au fond de lui, il aimerait bien. Mais la douleur s'en va. Les piétons réagissent comme ils réagissent à chaque fois qu'un acte de violence ouvre une brèche dans le monde qu'ils tenaient pour acquis la seconde d'avant. Certains se jettent à terre et se couvrent la tête. D'autres se figent comme des statues. Quelques voitures s'arrêtent. La plupart accélèrent et se dépêchent de quitter les lieux. L'une d'entre elles est une Subaru marron boue. Alors que Hodges sprinte derrière la cousine mentalement déséquilibrée de Janet, le dernier message de Mr. Mercedes résonne dans sa tête comme un tambour de cérémonie. « Je vais te tuer. Tu me verras pas arriver, je vais te tuer. Tu me verras pas arriver, je vais te tuer. Tu me verras pas arriver. » Il tourne au coin de la rue, dérapant sur les semelles glissantes de ses souliers habillés rarement portés, et manque foncé dans Holly qui s'est arrêtée net, les épaules affaissées et son sac à main pendant au bout de son bras. Elle fixe du regard ce qui reste de la Toyota de Hodges. La carrosserie, complètement arrachée de ses essieux, est en train de brûler furieusement dans un amas de verre. La banquette arrière, explosée et en feu, a atterri 6 mètres plus loin. Un homme traverse la rue en titubant, tenant sa tête en sang. Une femme est assise par terre devant une boutique de cartes et de souvenirs dont la vitrine a volé en éclats. Et pendant un instant de folie, Hodges croit que c'est Janet. Mais cette femme porte une robe verte et a les cheveux gris. Et bien sûr que ce n'est pas Janet. Ça ne peut pas être Janet. Il se dit, c'est ma faute. Si je m'étais servi de l'arme de mon père il y a 2 semaines, elle serait encore en vie. Il y a encore assez de flics en lui pour mettre cette idée de côté, même si elle résiste. Puis un éclair de froide lucidité le traverse. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute du fils de pute qui a posé la bombe. Le même fils de pute qui a foncé dans la foule du City Center avec une voiture volée. Hodges aperçoit une chaussure à talons noirs au milieu d'une flaque de sang. Il aperçoit un bras sectionné dans une manche fumante, gisant dans le caniveau comme un détritus abandonné. Puis ses idées se remettent en place. Oncle Henry et tante Charlotte seront là d'une minute à l'autre, ce qui veut dire qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il attrape Holly par les épaules et la tourne vers lui. Ses macarons de princesse Leia se sont détachés et ses cheveux tombent sur son visage. Ses grands yeux le regardent comme s'il n'était pas là. Son esprit, plus lucide que jamais, sait qu'elle ne lui est d'aucune utilité dans un tel état. Il la gifle sur une joue, puis sur l'autre. Pas violemment, mais suffisamment pour lui faire cligner des yeux. Des gens crient, des klaxons retentissent, et quelques alarmes de voitures beuglent. Ça sent l'essence, le caoutchouc brûlé et le plastique fondu. « Holly, Holly, écoutez-moi. » Elle le regarde. Mais l'entend-elle? Il n'en sait rien et il n'y a pas de temps à perdre. « Je l'aimais, mais vous ne devez le dire à personne. Vous ne devez dire à personne que je l'aimais. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Vous m'entendez? » Elle hoche la tête. « J'ai besoin de votre numéro de téléphone, et il se peut que j'ai besoin de vous. » Son esprit lucide espère que non, que la maison de Sugar Heights sera déserte cet après-midi, mais il ne pense pas. La mère et l'oncle de Holly devront s'absenter, au moins pour un moment. Mais Charlotte ne voudra pas que sa fille les accompagne, parce que Holly a des problèmes de santé mentale. Holly est délicate. Hodges se demande par combien de dépressions elle a bien pu passer, et si elle a déjà fait des tentatives de suicide. Ses pensées traversent son esprit comme des étoiles filantes, disparues en une fraction de seconde. Il n'a pas de temps à perdre avec les problèmes psychiatriques de Holly. Quand votre mère et votre oncle iront au commissariat cet après-midi, dites-leur que vous pouvez rester seul, que vous n'avez besoin de personne,
Vous pouvez faire ça? Elle hoche la tête, bien qu'elle n'ait probablement aucune idée de ce qu'il raconte. Quelqu'un vous appellera. Peut-être moi, peut-être un jeune homme du nom de Jérôme. Jérôme. Vous vous en souviendrez? Elle hoche la tête, puis ouvre son sac à main et en sort un étui à lunettes. Ça marche pas, se dit Hodges. Les lumières sont allumées, mais il n'y a personne à la maison. Il faut qu'il essaye quand même. Il lui agrippe les épaules. Holly, je veux choper le mec qui a fait ça. Je veux lui faire payer. Vous voulez bien m'aider? Elle acquiesce. Aucune expression sur son visage. Dites-le alors. Dites que vous allez m'aider. Elle ne dit rien. Elle sort une paire de lunettes de soleil de l'étui et les met, comme si aucune voiture n'était en train de brûler et qu'il n'y avait pas le bras de Janet dans le caniveau. Comme si personne ne criait alentour et que l'on n'entendait pas déjà le bruit des sirènes approcher. Comme si elle était à la plage. Il la secoue doucement. « J'ai besoin de votre numéro de téléphone. » Elle acquiesce toujours, mais ne dit rien. Elle referme son sac à main et se retourne vers la voiture en feu. Le plus grand désespoir qu'il ait jamais connu submerge Hodges, lui retournant l'estomac et dispersant des pensées qui, l'espace de 30 ou 40 secondes, avaient été parfaitement claires. Tante Charlotte déboule en trombe du coin de la rue. Ses cheveux, majoritairement noirs, mais blancs aux racines, volant derrière elle. Oncle Henri la suit. Son visage gras et pâle, à l'exception des pommettes d'un rouge clownesque. « Charlie, arrête !» crie oncle Henri. « Je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. » Sa sœur n'y prête aucune attention. Elle attrape Holly par le coude, la fait pivoter et l'étreint violemment, écrasant son nez non négligeable entre ses seins. « Ne regarde pas !» hurle Charlotte en regardant. « Ne regarde pas, ma chérie, ne regarde pas ça !»« Je peux à peine respirer !» annonce oncle Henri. Il s'assoit sur le trottoir et baisse la tête. « Mon Dieu, j'espère que je ne suis pas en train de mourir !» D'autres sirènes ont rejoint les premières. Des badauds ont commencé à se faufiler pour regarder de plus près l'épave brûlant au milieu de la chaussée. Certains prennent des photos avec leur téléphone portable. Hodges se dit « Assez d'explosifs pour faire sauter une voiture. Combien peut-il bien lui en rester ?» Tante Charlotte écrabouille toujours Holly entre ses seins, en lui hurlant de ne pas regarder. Holly ne lutte pas pour se dégager, mais elle a une main derrière le dos. Elle tient quelque chose. Hodges espère que c'est pour lui, bien qu'il craigne de se bercer d'illusions. Il tend la main pour le prendre. C'est son étui à lunettes. Son nom et son adresse sont imprimés dessus en lettres dorées. Il y a aussi un numéro de téléphone. Hodges sort son Nokia de la poche intérieure de sa veste, conscient en l'ouvrant que sans la gentille insistance de Janet, il ne serait plus que plastique fondu et circuit électrique grésillant dans la boîte à gants de sa Toyota calcinée. Il appelle Jérôme, en espérant que le gosse décrochera, et il décroche. « Monsieur Hodges? Bill? Je crois qu'on vient juste d'entendre une grosse explosion. »« Tais-toi et écoute, Jérôme. » Il marche le long du trottoir jonché de verre. Les sirènes se rapprochent. Les secours seront bientôt là, et il n'a plus que son intuition à laquelle se raccrocher. À moins qu'à un niveau subconscient, les connexions soient déjà en train de se faire. Ça lui est déjà arrivé avant. C'est pas par Craigslist qu'il a obtenu tous ses éloges de fin de carrière. « J'écoute, » dit Jérôme. « Tu ne sais rien de l'affaire du City Center. Tu ne connais ni Olivia Trelawney, ni Janet Patterson. Bien sûr, ils avaient mangé tous les trois chez des Masios, mais ils ne pensent pas que les flics remonteront si vite jusque-là, s'ils y remontent un jour. « Rien vu, rien entendu, » dit Jérôme. Il n'y a aucune méfiance ou hésitation dans sa voix. « Qui demandera? La police? Peut-être plus tard. D'abord tes parents. C'est ma voiture qui vient d'exploser. Janet était au volant. On avait échangé nos places au dernier moment. Elle est morte. »« Merde! Bill, vous devez tout dire à la police, à votre ancien coéquipier. » Hodges repense à Janet lui disant « Il est à nous. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? » « Oui, pense-t-il. On est bien d'accord, Janet. Pas tout de suite. Pour l'instant, je vais suivre le mouvement.
Et j'ai besoin que tu m'aides. Ce pourri l'a tué. Je veux le choper moi-même et je le choperai. Tu vas m'aider? Oui. Pas. C'est pas risqué pour moi. Pas. Ça pourrait foutre en l'air mes chances d'entrer à Harvard. Pas. Laissez-moi en dehors de tout ça. Juste. Oui. Que Dieu bénisse Jérôme Robinson. Faut que t'ailles sur le site du parapluie de débit et que t'envoies un message au gars qui a fait ça. Tu te souviens de mon nom d'utilisateur? Ouais, Kermit Frog 19. Je vais chercher un style. Pas le temps. Retiens juste l'essentiel. Et attends au moins 1 heure avant de l'envoyer. Il faut qu'il sache que je ne l'ai pas envoyé avant l'explosion. Il faut qu'il sache que je suis encore en vie. Jérôme. Ok, dites-moi. Hodges lui dit et raccroche sans dire au revoir. Il range le téléphone dans la poche de son pantalon avec l'étui à lunettes de Holly. Un camion de pompiers débouche au coin de la rue, suivi de 2 voitures de police. Il dépasse les pompes funèbres, Soames, où l'entrepreneur et le prêtre qui ont dirigé l'office se tiennent maintenant debout sur le trottoir, s'abritant les yeux de la lumière aveuglante du soleil et de la voiture en feu. Hodges va avoir beaucoup d'explications à donner. Mais il a quelque chose de plus important à faire d'abord. Il enlève son veston, s'agenouille et couvre le bras gisant dans le caniveau. Il sent les larmes lui monter aux yeux et parvient à les ravaler. Il pleurera plus tard. Pour l'instant, les larmes ne collent pas avec l'histoire qu'il a prévu de raconter. Les flics, 2 jeunes gars, sortent de leur voiture. Hodges ne les connaît pas. « Messieurs les agents, dit-il. « Je vais devoir vous demander de quitter les lieux, monsieur, dit l'un d'eux. Mais si vous avez été témoin de ça, il montre du doigt ce qui reste de la Toyota en feu, veuillez rester dans le périmètre. On aura quelques questions à vous poser. Je ne suis pas seulement témoin. Ça aurait dû être moi là-dedans. Hodges sort son portefeuille et l'ouvre pour montrer sa carte de police avec la mention retraité tamponnée en rouge en plein milieu. J'ai quitté les forces de police l'automne dernier. Pete Huntley était mon coéquipier. Vous devriez l'appeler sans attendre. L'autre agent intervient. « C'est votre voiture, monsieur ?»« Ouais. »« Alors, qui était au volant ?» demande le premier flic. Brady rentre chez lui bien avant midi. Tous ses problèmes réglés. Le vieux Mr. Beeson, qui habite de l'autre côté de la rue, est debout devant sa maison. « T'as entendu ça ?»« Entendu quoi ?»« Grosse explosion quelque part en ville. Beaucoup de fumée, mais c'est parti maintenant. » « J'avais mis la radio trop fort, » dit Brady. « Moi, je pense que c'est cette vieille usine de peinture qui a explosé. Moi, c'est ce que je pense. J'ai frappé, mais j'imagine que ta mère dort. » Les yeux du vieux pétillent, exprimant le fond de sa pensée. « Elle doit cuver, ouais. »« J'imagine que oui, » dit Brady. Il n'aime pas du tout l'idée que le vieux crouton se soit permis de venir fouiner. « Je dois y aller, monsieur Beeson. »« Dis bonjour à ta mère de ma part. » Brady ouvre la porte, rentre et referme à clé derrière lui. Renifle l'air. Rien, ou presque rien. Peut-être les prémices d'une odeur très légèrement désagréable, comme une carcasse de poulet laissée quelques jours de trop dans la poubelle sous l'évier. Brady monte à la chambre de sa mère. Il soulève le couvre-lit, dévoilant son visage pâle et ses yeux furieux. Ce regard ne le dérange plus trop à présent. Et puis quoi, si le père Beeson est un fouille-merde? Brady n'a plus que quelques jours à tenir, alors que Beeson aille se faire foutre. Et ses yeux furieux aussi, qu'ils aillent se faire foutre. Il ne l'a pas tuée. Elle s'est tuée toute seule, comme le gros flic était censé le faire. Et puis quoi, s'il l'a pas fait? Il est mort maintenant, alors plus rien à foutre. L'off est définitivement rette. Rétamé, l'inspecteur Hodges. « Ça y est, maman, dit-il. Je m'en suis bien tiré. Et tu m'as bien aidé. Dans ma tête seulement, mais... » Sauf qu'il n'est pas vraiment sûr de ça. Peut-être que c'était vraiment elle qui lui avait rappelé de refermer la voiture du vieux flic. Il avait failli oublier. « Bref, merci, » conclut-il pitoyablement. « Merci pour je sais pas quoi. Et je suis désolé que tu sois morte. » Les yeux furieux le regardent. Il tend une main hésitante et, du bout des doigts, lui ferme les paupières comme on voit parfois faire dans les films. Ça tient pendant quelques secondes,
Puis les paupières remontent comme des vieux volets fatigués, et le regard furieux réapparaît. Le regard accusateur qui dit « Tu m'as tué, mon lapin !» Ça lui fait comme une descente sévère d'extase, et Brady lui rabat le couvre-lit sur le visage. Il va au salon et allume la télé, se disant qu'au moins une chaîne locale sera partie sur le terrain. Mais rien. C'est très énervant. Ils savent pas reconnaître une voiture piégée quand elle leur pète à la gueule ou quoi? Apparemment pas. Apparemment, la recette du putain de pain de viande préféré de Raquel Ray est plus importante. Il éteint cette télé débile et se dépêche de descendre à sa salle de contrôle. Il dit chaos pour allumer les ordinateurs et ténèbres pour stopper le compte à rebours. Il exécute un petit pas de danse en agitant les poings au-dessus de sa tête tout en chantant ce qu'il se rappelle de « Ding dong, la sorcière est morte », remplaçant seulement sorcière par flic. Il pense que ça lui remontera le moral. Mais non. Entre le pif de fouineur de Beeson et le regard furax de sa mère, sa bonne humeur, qu'il a travaillée, qu'il a méritée, est en train de le quitter. Peu importe, il a un concert qui l'attend et il faut qu'il soit prêt. Il s'assoit à son établi. Les billes de roulement qui doublaient son gilet suicide sont maintenant réparties dans 3 pots de mayonnaise. À côté, il y a une boîte de sacs congélation Glad, ceux de 5 litres. Il commence à les remplir, mais pas trop. Ça l'apaise, et sa bonne humeur commence à revenir. Puis, juste quand il est sur le point de finir, le sifflet d'un bateau à vapeur retentit. Brady lève la tête en fronçant les sourcils. C'est un signal spécial qu'il a programmé dans son poste 3. Il sonne quand il reçoit un message sur le site du parapluie de débit. Mais c'est impossible. La seule personne avec qui il a communiqué sur ce site, c'est Kermit William Hodges, alias le gros tas de flics, alias l'offrette pour l'éternité. Il roule dans sa chaise de bureau, s'aidant de ses pieds, et s'installe au poste 3. L'icône du parapluie de débit affiche un petit 1 dans un rond rouge. Il clique dessus et fixe avec de grands yeux, bouche bée, le message qui apparaît à l'écran. Kermit Frog 19 veut chatter avec vous. Voulez-vous chatter avec Kermit Frog 19 O-N. Brady aimerait croire que le message a été envoyé hier soir ou ce matin, avant que Hodges et sa bimbo blonde quittent la maison. Mais c'est impossible. Il vient juste de l'entendre arriver. Prenant son courage à 2 mains, car c'est bien pire que de regarder dans les yeux de sa mère morte, il clique sur O et lit « Loupé, Smiley. Oublie jamais ça, trou du cul. Je suis comme ton rétroviseur. Tu sais, les choses sont plus proches que ce qu'elles paraissent. Je sais comment t'as ouvert la Mercedes. Et c'était pas avec la clé Vallée. Mais tu m'as cru, pas vrai? Bien sûr que tu m'as cru. Parce que t'es qu'un trou du cul. J'ai la liste de toutes les voitures que t'as braquées entre 2007 et 2009. J'ai plein d'autres infos que j'ai pas envie de partager avec toi. Mais il y a quand même un truc que j'ai vraiment envie de te dire. On dit criminel et pas criminel. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai plus envie de me fatiguer à essayer de te choper pour te balancer aux flics. Pourquoi je m'emmerderais? Je suis plus flic. Je vais te tuer. À bientôt, Fifi Sassamoman. Malgré le choc et l'incrédulité, c'est sur cette dernière ligne que les yeux de Brady n'arrêtent pas de revenir. Il va jusqu'au placard sur des jambes raides comme des échasses. Une fois à l'intérieur et la porte fermée, il hurle et donne des coups de poing dans les étagères. Au lieu de tuer le chien des négros, il a réussi à tuer sa propre mère. C'est horrible. Et maintenant, il a réussi à tuer quelqu'un d'autre à la place du flic, et c'est pire. C'était probablement la blondasse. La blondasse, coiffée du chapeau de l'offrette pour quelque raison étrange que seule une autre blonde pourrait comprendre. Une chose dont il est certain, cette maison n'est plus sûre. Hodges est peut-être en train de l'embobiner en lui faisant croire qu'il n'est pas loin. Mais peut-être pas non plus. Il sait pour truc 2. Il sait pour les autres voitures. Il dit qu'il sait d'autres choses encore. Et à bientôt, Fifi Sassamoman.
Il faut qu'il parte d'ici. Vite. Une dernière chose à faire avant. Brady remonte à l'étage et entre dans la chambre de sa mère, regardant à peine la forme sous le couvre-lit. Il va dans sa salle de bain et fouille dans son vanity, jusqu'à ce qu'il trouve son rasoir Lady Chic. Puis il part travailler. Hodges est dans la salle d'interrogatoire 4, SI4, sa salle porte-bonheur. Mais cette fois, il est assis du mauvais côté de la table, faisant face à Pete Huntley et sa nouvelle coéquipière, une bombe avec une longue chevelure rousse et des yeux gris brume. L'interrogatoire est collégial, mais ça ne change rien au fait. Sa voiture a explosé et une femme a été tuée. Autre fait important, un interrogatoire reste un interrogatoire. « Tu crois que ça a un rapport avec le tueur à la Mercedes ?» demande Pete. « Qu'est-ce que t'en penses, Bill? Je veux dire, ça semble être le plus probable, tu crois pas? Sachant que la victime était la sœur d'Olivia Trelawney. » Et voilà, la victime. La femme avec qui il a couché à un moment de sa vie où il pensait ne plus jamais coucher avec aucune femme. La femme qui le faisait rire et le rassurait. La femme qui, dans cette dernière enquête, a autant été sa coéquipière que Pete Huntley l'a jamais été. La femme qui fronçait le nez en singeant son ouet. « Et que je ne t'entende jamais les appeler les victimes », lui avait dit Frank Sledge à l'époque. Mais aujourd'hui, il doit serrer les dents. « Je ne vois pas comment ça peut être en rapport », dit-il posément. « Bien sûr, il y a les apparences, mais parfois, un cigare, c'est juste un cigare, et une coïncidence, une coïncidence. »« Comment l'avez-vous » commence Isabelle Janes, puis elle secoue la tête. « Non, c'est pas ça la question. Pourquoi l'avez-vous rencontré? Étiez-vous en train d'enquêter sur le City Center de votre côté? » De jouer les tontons à grande échelle. Voilà ce qu'elle n'ose pas dire. Peut-être par égard pour Pete. Après tout, c'est l'ancien acolyte de Pete qu'ils sont en train d'interroger. Ce gros bonhomme en pantalon de costume tout chiffonné et chemise blanche tachée de sang. La cravate qu'il a mise ce matin maintenant défaite sur sa large poitrine. « Je peux avoir un verre d'eau avant qu'on commence? Je suis encore secoué. C'était une femme bien. Jeannet était bien plus que ça. Mais la partie lucide de son esprit, qui parvient, pour le moment, à contenir la partie enfiévrée, lui dit que c'est la bonne marche à suivre, que c'est l'itinéraire qui mènera à la suite de son histoire, comme une voie d'insertion étroite mène à une 4 voies. Pete se lève et sort. Isabelle l'attend et ne dit rien, regardant simplement Hodges de ses yeux gris brume. Hodges boit la moitié du gobelet en une gorgée et dit « Ok, ça remonte à notre déjeuner chez Demasios, Pete. Tu te rappelles? » « Bien sûr. Je t'ai demandé un débrief sur tous les dossiers sur lesquels on bossait quand je suis parti à la retraite. Les gros dossiers, je veux dire. Mais celui qui m'intéressait vraiment, c'était le City Center. Je pense que tu t'en doutais. » Pete ne dit rien, mais sourit légèrement. « Tu te rappelles quand je t'ai demandé s'il t'était arrivé de te questionner sur Mrs. Trelawney? Plus précisément, si elle disait vrai à propos du double des clés. En réalité, je me demandais surtout si on n'avait pas été vraiment injuste avec elle. Si notre jugement n'avait pas été influencé par comment elle était. » « Qu'est-ce que vous entendez par comment elle était? » « Une chieuse, nerveuse, hautaine et susceptible. En prenant un peu de recul, et si l'on change de point de vue une minute, pensez à tous ceux qui ont cru Donald Davis quand il clamait son innocence. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas nerveux, hautain et susceptible. Il pouvait vraiment se faire passer pour le mari hanté par la mort de son épouse et accablé de chagrin. Et il était séduisant. Je l'ai vu sur Channel 6 une fois, et la jolie journaliste blonde devait presque se serrer les cuisses. « C'est dégoûtant, » dit Isabelle, mais avec un sourire. Mais vrai, c'était un charmeur. Olivia Trelawney, elle, était tout le contraire d'une charmeuse. Donc, j'ai commencé à me demander si on lui avait accordé suffisamment de crédit. On lui a accordé suffisamment de crédit. Pete est catégorique. Peut-être bien. Bref, voilà que je me retrouve à la retraite, avec du temps à ne plus savoir qu'en faire. Et un jour, juste avant que je t'invite à manger, Pete, je pensais,
Imagine qu'elle ait dit la vérité. Dans ce cas, où était le deuxième jeu de clés? Puis, juste après notre déjeuner, je suis allé faire quelques recherches sur Internet. Et tu sais sur quoi je suis tombé? Le vol à la volée. Qu'est-ce que c'est? Demande Isabelle. Oh merde, dit Pete. Tu crois vraiment qu'un petit génie de l'informatique a réussi à capter le signal de sa clé? Puis qu'il a trouvé comme par hasard son double dans la boîte à gants ou sous le siège? Double qu'elle avait oublié? C'est un peu tiré par les cheveux, Bill. Surtout si tu rajoutes au tableau la photo de cette femme qui aurait pu illustrer la personnalité de type A dans le dictionnaire. Calmement, comme s'il n'avait pas utilisé sa veste pour couvrir le bras arraché d'une femme qu'il aimait moins de 3 heures avant, Hodges récapitule ce que Jérôme lui a appris sur le vol à la volée, comme s'il s'agissait de ses propres recherches. Il leur raconte qu'il s'est rendu à l'appartement de Lake Avenue pour poser quelques questions à la mère d'Olivia Trelawney, en admettant qu'elle soit toujours en vie. Je n'en savais rien. Et qu'il était tombé sur la sœur d'Olivia, Janelle, qui vivait maintenant là-bas. Il fait l'impasse sur sa halte à la demeure de Sugar Heights et son entretien avec Radney Peoples, le vigile, car ça pourrait mener à d'autres questions auxquelles il serait bien en peine de répondre. Ils le découvriront en temps voulu. Mais pour l'heure, il est trop proche du but. Il le sait. Un peu de temps, c'est juste ce dont il a besoin. Il l'espère. Mrs. Patterson m'a dit que sa mère était dans une maison de retraite à 50 km d'ici. Beau soleil. Elle m'a proposé d'y aller avec elle pour me présenter, pour que je puisse lui poser quelques questions. « Pourquoi voulait-elle faire ça ?» demande Isabelle. « Parce qu'elle pensait que nous avions fait pression sur sa sœur et que ça l'avait poussée au suicide. »« C'est des conneries, » dit Pete. « On va pas discuter de ça maintenant, mais tu peux comprendre son raisonnement, non ? Et son espoir de laver sa sœur de tout soupçon. » Pete lui fait signe de continuer. Hodges finit son verre d'eau et reprend. Il veut en finir. Mr. Mercedes a peut-être lu le message de Jérôme à l'heure qu'il est. Il pourrait donc être en fuite, ce qui irait très bien à Hodges. Un homme en fuite est plus facile à attraper qu'un homme caché. J'ai interrogé la vieille dame, mais ça n'a rien donné. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est la contrarier. Elle a eu un AVC peu de temps après et elle est décédée. Il soupire. Mrs. Patterson, Janelle, avait le cœur brisé. Était-elle aussi fâchée contre vous? Demande Isabelle. Non, parce qu'elle était d'accord avec l'idée de départ. Et puis, quand sa mère est morte, elle ne connaissait personne en ville à part son infirmière, qui n'est plus toute jeune non plus. Je lui avais donné mon numéro de téléphone et elle m'a rappelé. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide, surtout pour réceptionner des proches qu'elle connaissait à peine. Et j'étais disposé à le faire. Janelle s'est chargée de la rubrique nécrologique. Je me suis chargé du reste. Pourquoi était-elle dans votre voiture quand celle-ci a explosé? Hodges leur raconte la crise de Holly. Il ne mentionne pas l'épisode du chapeau. Non pas parce que ça le décrédibiliserait, mais parce que c'est trop douloureux. « Ok, dit Isabelle. Vous rencontrez la sœur d'Olivia Trelawney, que vous appréciez suffisamment pour l'appeler par son prénom. Elle vous arrange une entrevue avec sa mère. La mère fait un AVC et meurt. Peut-être le fait de revivre tout ça. La sœur meurt dans une explosion après les funérailles, dans votre voiture, et vous ne voyez toujours pas de lien avec le tueur à la Mercedes. » Hodges décroise les mains. Comment ce type pourrait-il savoir que j'étais de nouveau sur l'enquête? J'ai pas fait passer d'annonce dans le journal. Il se tourne vers Pete. J'en ai parlé à personne, pas même à toi. Pete, clairement en train de ruminer l'idée que leur opinion vis-à-vis d'Olivia Trelawney a pu fausser l'enquête, a l'air renfrogné. Hodges s'en fiche pas mal, car c'est exactement ce qui s'est passé. Non, tu m'as juste sondé pendant notre repas. Hodges lui fait un grand sourire. Mais intérieurement, il a l'impression que son estomac se replie sur lui-même comme un origami. « Eh, dit-il, c'est moi qui ai régalé, non ?»« Qui d'autre pourrait vouloir votre peau ?» demande Isabelle. « Vous êtes sur la liste noire du Père Noël ?»« Si je devais parier sur quelqu'un, ce serait la famille Abashia. »« Pete, combien de ces crapules on a mis au trou pour cette histoire d'armes en 2004 ? Une bonne dizaine, mais... Ouais, et peut-être le double un an plus tard, grâce à la loi RICO. On les a mis en pièces, et Fabi le nez a bien dit qu'il nous aurait tous les deux.
Billy, les Abachias sont hors d'état de nuire. Fabrizio est mort. Son frère est en HP où il se prend pour Napoléon ou je ne sais qui, et tous les autres sont en prison. Hodges se contente de le regarder en coin. « Ok, d'accord, » dit Pete. « On n'élimine jamais toute la vermine. Mais c'est quand même n'importe quoi. Avec tout le respect que je te dois, mon pote, t'es plus qu'un flic retraité. Toi aussi, t'es hors d'état de nuire. » « Exact. Ce qui veut dire qu'ils peuvent s'en prendre à moi sans soulever de tempête. Toi, en revanche, t'as toujours l'écusson doré épinglé au portefeuille. »« C'est ridicule !» s'exclame Isabelle, en croisant les bras sous sa poitrine comme pour dire « La conversation est close. » Hodges hausse les épaules. « Quelqu'un a essayé de me faire sauter. Et je peux pas croire que le tueur à la Mercedes a eu comme une vision extralucide que je m'intéressais à cette histoire de double des clés. Et même si c'était le cas, pourquoi s'en serait-il pris à moi? Comment tout ça peut mener à lui? » « Eh bien, il est fou pour commencer, » dit Pete. « Bien sûr, mais encore une fois, comment serait-il au courant? » « Aucune idée. Écoute, Billy, est-ce que tu nous caches quelque chose? Même une petite chose? »« Non. »« Moi, je pense que si, » dit Isabelle. Elle penche la tête. « Hé, vous couchiez pas avec elle, par hasard? » Hodges se tourne vers elle. « À votre avis, Izzy, regardez-moi bien. » Elle soutient son regard pendant un moment, puis détourne les yeux. Hodges n'arrive pas à croire qu'elle soit arrivée si près du but. L'intuition féminine, se dit-il. Puis, heureusement que j'ai pas perdu plus de poids, ou que je me suis pas foutu cette merde de couleur Just for Men sur les cheveux. Écoute, Pete, on peut en rester là? J'ai envie de rentrer chez moi, me boire une bonne bière et essayer de retrouver mes esprits. Tu me jures que tu nous caches rien? C'est entre toi et moi, là. Hodges laisse passer sa dernière chance de cracher le morceau sans aucun scrupule. Absolument rien. Pete lui dit de rester près de son téléphone. Ils auront besoin de lui demain ou vendredi pour une déposition officielle. Pas de problème. Hé, Pete, si j'étais toi, je vérifierais ma voiture avant de prendre la route dans les jours qui viennent. À la porte, Pete passe son bras autour des épaules de Hodges. « Désolé, » lui dit-il. « Désolé pour ce qui vient de se passer et pour toutes les questions. C'est normal, tu fais ton boulot. » Pete resserre son étreinte et murmure à l'oreille de Hodges. « Je sais que tu nous caches quelque chose. Tu crois que je suis tombé de la dernière pluie? » Pendant un instant, Hodges reconsidère ses options. Puis il revoit Janet lui dire « Il est à nous !» Il prend Pete par les bras, le regarde droit dans les yeux et dit « Je suis aussi perdu que toi par rapport à tout ça. Crois-moi. » Hodges traverse l'arène de la division centrale en répondant aux regards inquisiteurs et aux questions insidieuses avec un sérieux qui ne faillit qu'une seule fois. Cassie Sheen, avec qui il travaillait la plupart du temps quand Pete était en vacances, lui balance « Regardez qui voilà! Toujours en vie et plus moche que jamais. » Il sourit. « Si c'est pas Cassie Sheen, la reine du Botox ?» Il lève un bras, en faisant mine de se protéger, quand elle s'empare d'un presse-papier et le brandit dans sa direction. Tout ça semble faux et spontané à la fois, comme ces combats de filles l'après-midi à la télé. Il y a une rangée de chaises près du distributeur de boissons et de snacks dans l'entrée. Tante Charlotte et oncle Henri y sont installés. Holly n'est pas avec eux, et instinctivement, Hodges touche l'étui à lunettes qui se trouve dans la poche de son pantalon. Il demande à oncle Henri s'il se sent mieux. Oncle Henri lui répond que oui et le remercie. Hodges se tourne ensuite vers tante Charlotte et lui demande comment elle va. « Je vais bien. C'est pour Holly que je m'inquiète. Je pense qu'elle se sent coupable parce que... Vous savez... » Hodges sait. Parce que c'est à cause d'elle que Janet conduisait sa voiture à ce moment-là. Bien sûr, Janet aurait été dans la voiture dans tous les cas. Mais il doute que ça change quoi que ce soit au ressenti de Holly. « J'aimerais que vous lui parliez. D'une certaine façon, vous avez tissé des liens avec elle. » Ses yeux revêtent un éclat déplaisant. « Un peu comme avec Janelle. Vous devez avoir un truc ?»« Je lui parlerai.
dit Hodges. Et il le fera. Mais c'est d'abord Jérôme qui s'en chargera. En supposant, bien sûr, que le numéro sur l'étui à lunettes soit valide. Pour ce qu'il en sait, il peut tout aussi bien être celui d'une ligne fixe à... Où ça déjà? Cincinnati? Cleveland? J'espère qu'on n'est pas censé l'identifier, dit oncle Henry. Il a une tasse à café en polystyrène dans les mains. Il y a à peine touché, et Hodges n'est pas étonné. Le café du commissariat de police est tristement célèbre. Comment pourrait-on? Elle a été complètement déchiquetée. Ne sois pas stupide, dit tante Charlotte. Ils ne nous demanderaient jamais une chose pareille. Ils ne peuvent pas. Hodges les rassure. Si elle a déjà donné ses empreintes digitales, comme la plupart des gens, ils feront avec. Ils vous montreront peut-être des photos de ses habits ou de ses bijoux. Comment pourrait-on reconnaître ces bijoux? S'écrie tante Charlotte. Un flic, en train de se servir un soda à la machine, se retourne pour la regarder. J'ai à peine remarqué comment elle était habillée. Hodges est persuadé qu'elle l'a étiquetée de la tête aux pieds, mais ne fait aucun commentaire. Il se pourrait qu'ils aient quelques questions, certaines le concernant. Ça ne devrait pas être long. Il y a un ascenseur, mais Hodges opte pour les escaliers. Un étage plus bas, il s'arrête sur le palier, s'appuie contre le mur, les yeux fermés, et prend une série d'inspirations profondes et fébriles. Les larmes sortent maintenant. Il les essuie avec sa manche. Tante Charlotte a exprimé son inquiétude pour Holly, inquiétude que Hodges partage, mais aucun chagrin pour sa nièce déchiquetée par une explosion. Il imagine qu'à l'heure actuelle, sa principale préoccupation est le devenir du joli pactole que Jeannet a hérité de sa sœur. J'espère qu'elle l'a légué à un putain d'hôpital pour chiens, se dit-il. Il s'assoit dans un grognement essoufflé. Se servant d'une marche comme table de fortune, il y dépose l'étui à lunettes et un morceau de papier froissé sorti de son portefeuille, avec 2 séries de chiffres dessus. « Allô ?» Une voix douce, hésitante. « Allô? Qui est à l'appareil? Je m'appelle Jérôme Robinson, madame. J'imagine que Bill Hodges vous a dit que j'appellerais? » Silence. « Madame ?» Jérôme est assis à son ordinateur, presque assez cramponné à son Android pour en faire péter la coque. « Madame Gibney? Je suis là. » C'est presque un soupir. « Il dit qu'il veut trouver la personne qui a tué ma cousine. Il y a eu une terrible explosion. »« Je sais, » répond Jérôme. Au bout du couloir, Barbe passe son dernier album des Around Here pour la 1000e fois. Des bisous sur la grande roue. Ça ne l'a pas encore rendu fou, mais la folie se rapproche à chaque nouvelle boucle. Pendant ce temps, à l'autre bout du fil, la femme s'est mise à pleurer. « Madame? Madame Gibney, je suis vraiment désolée. Je la connaissais à peine, mais c'était ma cousine et elle était gentille avec moi. Comme Mr. Hodges. Vous savez ce qu'il m'a demandé? Non, dites-moi. Si j'avais pris mon petit déjeuner ce matin, vous ne trouvez pas ça attentionné? Si, très attentionné, dit Jérôme. Il n'arrive toujours pas à croire que la femme si pleine de vie et d'entrain avec qui il a dîné est morte. Il se souvient de la façon dont ses yeux pétillaient quand elle riait et comment elle imitait la façon de Bill de dire « ouais ». Et maintenant il est au téléphone avec une femme qu'il n'a jamais rencontrée. Une femme très bizarre d'après ce qu'il entend. Parler avec elle lui donne l'impression d'être en train de désamorcer une bombe. « Madame, Bill m'a demandé de passer chez vous. Est-ce qu'il viendra aussi? » Il ne peut pas pour le moment. Il est obligé d'être ailleurs. Silence à nouveau. Et puis, d'une voix si basse et si timide qu'il l'entend à peine, Holly dit « Vous ne me ferez pas de mal, parce que je ne suis pas tranquille avec les gens, vous savez. Je ne suis pas tranquille du tout. »« Non, madame, je ne vous ferai pas de mal. Je veux aider Mr. Hodges. Je veux l'aider à trouver l'homme qui a fait ça. Cet homme doit être fou, vous ne croyez pas? »« Oui, » répond Jérôme. Au bout du couloir, une nouvelle chanson démarre et 2 fillettes, Barbara et sa copine Hilda, poussent des cris de joie presque assez perçants pour faire exploser les vitres. Il imagine 200 ou 300 Barbara et Hilda hurlant à l'unisson demain soir,
Et Dieu merci, c'est sa mère qui s'occupe de ça. « Vous pouvez venir, mais je ne sais pas comment vous laisser entrer, » dit-elle. « Mon oncle a réglé l'alarme avant de partir et je ne connais pas le code. Je pense qu'il a fermé le portail aussi. » « Je m'occupe de tout. »« Vous venez quand ?»« Je peux être là dans une demi-heure. » « Si vous parlez à Mr. Hodges, vous pouvez lui dire quelque chose de ma part ?»« Bien sûr. » « Dites-lui que moi aussi je suis triste. » Elle marque une pause. « Et que je prends mon Lexapro. » Tard ce mercredi après-midi, Brady prend une chambre dans un gigantesque motel 6, près de l'aéroport, avec sa carte de crédit au nom de Ralph Jones. Il a une valise et un sac à dos. Dans le sac à dos, il y a un change, tout ce dont il aura besoin pour la dizaine d'heures qui lui reste à vivre. Dans la valise, il y a le coussin « Pose ton cul », la poche Urinesta, une photo encadrée, plusieurs détonateurs maison. Il pense qu'un seul suffira, mais on n'est jamais trop prévoyant. Truc 2, plusieurs sacs congélation remplis de billes à roulement et suffisamment d'explosifs pour faire sauter le motel et le parking d'à côté. Il retourne à sa Subaru, en extirpe, tant bien que mal, un objet plus encombrant, c'est à peine s'il tient dans sa voiture, la porte dans sa chambre et l'appuie contre le mur. Il s'allonge sur le lit. La sensation de son crâne sur l'oreiller est étrange. Son crâne nu. Et assez sexy d'une certaine manière. Il pense, j'ai eu ma dose de malchance. Mais j'ai su me relever, et je suis encore debout. Il ferme les yeux. Peu de temps après, il ronfle. Jérôme gare sa Jeep devant le 729 Lilac Drive, le pare-choc touchant presque le portail, sort de la voiture et appuie sur l'interphone. Il a une bonne raison de se trouver là, si un des agents de sécurité de Sugar Heights le questionne. Mais ça ne peut marcher que si la femme qui se trouve à l'intérieur le laisse entrer. Et il n'est pas sûr de pouvoir compter là-dessus. D'après sa récente conversation avec elle, cette dame n'a pas tout à fait les pieds sur terre. Quoi qu'il en soit, personne ne vient lui causer de problème. Et après quelques minutes d'attente devant le portail à faire comme s'il était parfaitement à sa place, c'est dans des moments pareils qu'il se sent particulièrement noir, Holly répond. « Oui, qui c'est ?»« C'est Jérôme, Madame Gibney, l'ami de Bill Hodges. » Une pause, si longue qu'il s'apprête à réappuyer sur l'interphone, quand elle dit. « Vous avez le code du portail ?»« Oui. »« D'accord. Et puisque vous êtes un ami de Bill Hodges, j'imagine que vous pouvez m'appeler Holly. » Il entre le code et le portail s'ouvre. Il avance sa Jeep et regarde le portail se refermer derrière lui. Jusqu'ici, tout va bien. Holly est à la porte d'entrée, l'observant depuis l'une des fenêtres latérales comme un détenu dans un parloir hautement sécurisé. Elle porte une robe de chambre par-dessus un pyjama, et ses cheveux sont en bataille. Un bref scénario catastrophe traverse l'esprit de Jérôme. Elle appuie sur le bouton d'urgence du système d'alarme, probablement juste à côté de là où elle se tient, et quand la sécurité arrive, elle l'accuse d'être un cambrioleur, ou un violeur potentiel fétichiste des pyjamas en flanelle. La porte est fermée. Il la pointe du doigt. Pendant un instant, Holly reste plantée là, comme un robot avec les batteries à plat. Puis elle tourne le verrou. Un bip-bip strident se déclenche quand Jérôme ouvre la porte et Holly recule de quelques pas en se couvrant la bouche de ses deux mains. « Ne m'attirez pas d'ennui. Je veux pas avoir d'ennui. » Elle a l'air 2 fois plus nerveuse que lui et ça lui redonne un peu confiance. Il entre le code dans le système d'alarme et appuie sur « Sécuriser ». Le bip-bip s'arrête. Holly s'effondre dans un fauteuil en bois sculpté qui a l'air d'avoir coûté suffisamment cher pour payer une année d'études dans une bonne université. Mais peut-être pas Harvard non plus. Ses cheveux pendouillants en mèches moites autour de son visage. « Oh, c'est le pire jour de ma vie, » dit-elle. « Pauvre Jeannet, pauvre Jeannet. Je suis désolée, mais au moins c'est pas ma faute. » Elle le regarde avec une attitude de défi qui fait peine à voir. « Personne peut dire ça. J'y suis pour rien, moi. »
Bien sûr que non, dit Jérôme. Ça sonne faux, mais elle sourit un peu. Donc, c'est que ça passe. Est-ce que Mr. Rogers va bien? C'est un homme très, très, très gentil, même si ma mère ne l'aime pas. Elle hausse les épaules. Mais qui aime-t-elle? Il va bien, répond Jérôme, même s'il en doute. Vous êtes noir? Dit-elle en le regardant avec de grands yeux. Jérôme examine ses mains. On dirait bien, hein? Elle éclate d'un petit rire aigu. Excusez-moi, c'était mal poli. C'est très bien que vous soyez noir. Le noir, c'est l'espoir, dit Jérôme. Bien sûr que c'est l'espoir. Elle se lève, se mâchouille la lèvre inférieure, puis lui tend la main dans un visible effort de volonté. Jérôme lui serre la main. Elle est moite. C'est comme serrer la patte d'un petit animal timide. Faut se dépêcher. Si ma mère et oncle Henri vous trouvent ici, je suis dans de beaux draps. Vous, pense Jérôme, et le gosse noir alors? La dame qui habitait là était aussi votre cousine, n'est-ce pas? Oui, Olivia Trelawney. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à la fac. Elle et ma mère ne s'entendaient pas très bien. Elle le regarde d'un air solennel. J'ai dû arrêter la fac. J'avais des problèmes. Jérôme n'en doute pas une seule seconde. Et il parie qu'elle en a toujours. Et pourtant, il y a quelque chose chez elle qu'il aime bien. Va savoir quoi. Sûrement pas ce rire en griffure d'ongles sur un tableau. Vous savez où est son ordinateur? Oui, je vais vous montrer. Vous pouvez faire vite? J'ai plutôt intérêt, se dit Jérôme. L'accès à l'ordinateur d'Olivia Trelawney est protégé par un mot de passe. Chose ridicule, étant donné qu'en retournant le clavier, Jérôme découvre « Autre lot » écrit au marqueur. Holly, debout dans l'encadrement de la porte, tournant et retournant le col de sa robe de chambre nerveusement, marmonne quelque chose qu'il ne comprend pas. « Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? » Vous le saurez si je trouve. Il ouvre la barre d'outils du Finder et tape « Pleurs de bébé » dans la barre de recherche. Aucun résultat. Il essaie « Cris de nourrisson ». Rien. Il entre « Hurlement de femme ». Toujours rien. Ça pourrait être caché. Cette fois, il l'entend clairement, car sa voix est juste à côté de son oreille. Il sursaute légèrement, mais Holly ne le remarque pas. Elle est courbée en deux, les mains sur les genoux, et elle fixe l'écran de l'ordinateur. « Essayez fichier audio. » C'est une plutôt bonne idée. Il s'exécute. Mais là non plus, il ne trouve rien. « Ok, » dit-elle. « Allez dans Préférences système et regardez à Son. » « Holly, c'est juste pour les entrées et sorties audio, ça. » »« Merci, je suis au courant. Essayez quand même. » Elle a arrêté de se mordre les lèvres. Jérôme fait ce qu'elle dit. Dans « Sortie », la barre des menus affiche « Haut-parleur » et « Périphérique audio ». Dans « Entrée », il y a « Microphone interne » et « Prise jack ». Rien de nouveau. « D'autres idées ?» demande-t-il. « Ouvrez « Effets sonores ». Là, à gauche. Il se tourne vers elle. « Dites donc, vous vous y connaissez pas mal, hein ?» J'ai pris des cours d'informatique, par correspondance, sur Skype. C'était intéressant. Allez-y, ouvrez le dossier. Jérôme s'exécute et cligne des yeux à la vue de ce qu'il découvre. En plus de grenouille, ver, rebond, boum et ronron, les suspects habituels, il y a un son d'alerte intitulé « Fantôme ». Jamais vu ça avant. Moi non plus. Elle ne le regarde toujours pas directement, mais son attitude a radicalement changé. Elle attrape une chaise et s'assoit à côté de lui, repoussant ses cheveux pendants derrière ses oreilles. « Et je connais les Macs sur le bout des doigts. »« Alléluia !» dit Jérôme en tendant la paume de sa main. Sans quitter l'écran des yeux, Holly échange un high-five avec lui. « Joue-le, Sam. » Il sourit. « Casablanca !»« Oui, je l'ai vu 73 fois. J'ai un carnet de films. J'y écris tout ce que je vois. Ma mère dit que c'est un trouble obsessionnel compulsif. »« La vie est un trouble obsessionnel compulsif, » dit Jérôme. Sans un sourire, Holly répond. « Alléluia !
Jérôme sélectionne Fantôme et appuie sur « Entrée ». Dans les haut-parleurs stéréo de chaque côté de l'ordinateur d'Olivia, un bébé se met à pleurer. Holly n'est pas trop surprise. Elle n'agrippe l'épaule de Jérôme que lorsqu'une femme hurle. « Pourquoi vous l'avez laissé tuer mon bébé ?»« Putain !» s'écrie Jérôme en saisissant la main de Holly. Il n'y réfléchit même pas, et elle ne pense pas à s'écarter. Il scrute l'ordinateur comme s'il avait des dents et qu'il venait de les mordre. Il y a un moment de silence, puis le bébé se remet à pleurer. La femme hurle de nouveau. Le programme tourne une troisième fois et s'arrête. Holly le regarde enfin, les yeux si grands qu'il semble sur le point de lui tomber de la tête. « Vous vous y attendiez ?»« Bon sang, non !» Il s'attendait à quelque chose, oui. Sinon Bill ne l'aurait pas envoyé ici. Mais à ça? Holly, vous pouvez trouver plus d'informations sur le programme? Quand est-ce qu'il a été installé, par exemple? Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Poussez-vous. Jérôme s'y connaît en ordinateur, mais Holly joue du clavier comme d'un Steinway. Après quelques minutes de navigation, elle dit « Il semblerait qu'il ait été installé le 1er juillet de l'année dernière. Tout un tas de trucs ont été installés ce jour-là. Et il a pu être programmé pour se lancer tout seul à une heure donnée, c'est ça? Tourner 3 fois et s'arrêter. » Elle lui lance un regard impatient. « Ben oui. Alors comment ça se fait qu'il ne soit plus programmé? Je veux dire, vous habitez ici en ce moment. Vous auriez dû l'entendre. » Elle clique sur la souris comme une dingue et lui montre autre chose. « J'ai déjà vu ce genre de truc. C'est un programme maître-esclave caché dans les contacts de sa boîte mail. Je suis sûr qu'Olivia ne savait pas qu'il était là. Ça s'appelle Looking Glass. Tu peux pas allumer un ordinateur avec, du moins je pense pas. Mais s'il est activé, tu peux tout contrôler à distance depuis ton propre ordinateur. Ouvrir des dossiers, lire des mails, regarder l'historique ou désactiver un programme. » « Genre après sa mort, » dit Jérôme. « Ben... » Holly grimace. « Pourquoi est-ce que le gars qui l'a installé le laisserait? Pourquoi ne pas l'effacer complètement? » « Je sais pas. Peut-être qu'il a juste oublié. J'oublie tout le temps des trucs. Ma mère dit que je serais capable d'oublier ma propre tête si elle n'était pas attachée à mon cou. Ouais, ma mère aussi me dit ça. Mais c'est qui ce gars? On parle de qui, là? Elle réfléchit. Ils réfléchissent tous les deux, et au bout de 5 secondes, peut-être, ils ouvrent la bouche en même temps. « Son technicien informatique !» s'écrie Jérôme, alors que Holly s'exclame « Le geek qui s'occupe de son ordi !» Jérôme se met à fouiller dans les tiroirs du bureau d'Olivia à la recherche d'un ticket, d'une facture estampillée payée ou d'une carte de visite. Il doit au moins y avoir un de ces trucs qui traînent par là. Mais il ne trouve rien. Il se met à genoux et se glisse sous le bureau. Rien non plus. « Allez voir sur le frigo, » dit-il. « Les gens y accrochent des conneries de ce genre des fois, sous de petits aimants. »« Il y a plein d'aimants, » dit Holly, « mais rien sur le frigo à part la carte d'un agent immobilier et celle de la compagnie de sécurité Vigilant Guard Service. Je pense que Jeannet a dû enlever tout le reste. Elle a dû tout jeter. »« Il y a un coffre? » ?»« Probablement. Mais pourquoi ma cousine aurait été mettre la carte de visite de son informaticien dans un coffre? C'est pas comme si ça valait de l'argent ou quoi que ce soit. »« Pas faux, » admet Jérôme. « Si ça devait être quelque part, ce serait près de son ordinateur. Elle ne l'aurait pas caché. Elle a quand même écrit son mot de passe sous son fichu clavier. »« Oui, plutôt débile, » dit Jérôme. « Complètement débile. » Holly semble soudainement prendre conscience de ce qu'ils viennent de découvrir. Elle se lève et retourne à la porte du bureau. Elle se remet à tripoter le col de sa robe de chambre. « Tu vas faire quoi maintenant? »« J'imagine que je ferais mieux d'appeler Bill. » Il sort son portable, mais avant qu'il ne puisse appeler qui que ce soit, elle prononce son nom. Jérôme lève la tête vers elle, planté là dans l'encadrement de la porte, l'air perdu dans ses habits d'intérieur informes. « Il doit y avoir genre 1 million de dépanneurs informatiques en ville, » dit-elle. Sûrement pas autant, mais beaucoup. Il le sait. Et Hodges aussi le sait, puisque c'est Jérôme qui le lui a dit. Hodges écoute attentivement le rapport de Jérôme. Il est content de l'entendre faire l'éloge de Holly,
et espère que Holly aussi sera contente si elle écoute. Mais terriblement déçu qu'aucune piste ne permette de remonter au crack en informatique qui a piraté l'ordi d'Olivia. Jérôme pense que c'est parce que Jeannet a jeté sa carte de visite. Hodges, dont l'esprit est prédisposé à la suspicion, pense que Mr. Mercedes a bien veillé à ce qu'Olivia n'ait pas de carte. Sauf que ça ne tient pas. Si le gars fait du bon boulot, tout le monde demanderait sa carte, non? Et la garderait à portée de main. Sauf bien sûr si... Il demande à Jérôme de lui passer Holly. « Allô ?» Si bas qu'il doit faire un effort pour l'entendre. « Holly, est-ce qu'il y a un carnet d'adresses sur l'ordinateur d'Olivia ?»« Une minute ?» Il entend le bruit léger de la souris. Quand elle le reprend, elle a l'air perplexe. « Non. »« Est-ce que ça vous semble bizarre ?»« Un peu, oui. »« Est-ce que celui qui a installé les bruits de fantômes a aussi pu effacer son carnet d'adresses ?»« Ah oui, bien sûr, facile. Monsieur Hodges, je prends mon Lexapro. »« C'est super, ça, Holly. Est-ce que vous pouvez me dire si Olivia utilisait beaucoup son ordinateur ?»« Oui. »« Passez-moi Jérôme pendant que vous regardez, s'il vous plaît. » Jérôme reprend le téléphone et s'excuse de n'avoir rien trouvé d'autre. « Mais non, vous avez fait du super boulot. Quand t'as fouillé son bureau, t'as pas trouvé un vrai carnet d'adresses ?»« Non, non. Mais la plupart des gens ne s'embêtent plus avec ça de nos jours. Ils ont tous leurs contacts dans leurs ordis ou leur téléphone. Vous savez ça, non ?» Hodges imagine qu'il devrait le savoir. Mais le monde va trop vite pour lui ces temps-ci. Il ne sait même pas comment programmer son enregistreur numérique. « Attendez, Holly veut vous parler. » « Vous vous entendez bien tous les deux, hein ? » « Ça va. Je vous la passe. »« Olivia avait tout un tas de programmes et de sites dans ses favoris, » dit Holly. « Elle allait surtout sur Hulu et HuffPost. Et à voir son historique, on dirait qu'elle passait encore plus de temps que moi sur Internet. Et j'y passe beaucoup de temps. »« Holly, pourquoi est-ce que quelqu'un qui dépend autant de son ordinateur n'a pas la carte d'un technicien à portée de main ? » ?»« Parce que l'homme s'est introduit chez elle après sa mort et l'a récupérée, » répond Holly du tac au tac. « Peut-être, mais pensez au risque que ça représente, surtout avec le service de sécurité du quartier aux aguets. Il aurait fallu qu'il connaisse le code du portail, de l'alarme, et même sans ça, il aurait eu besoin d'une clé. » Sa voix s'éteint. « Monsieur Hodges, vous êtes toujours là ?»« Oui, et vous pouvez m'appeler Bill. » Mais elle ne le fait pas. Peut-être qu'elle n'y arrive pas. « Monsieur Hodges, est-ce que c'est un pro, comme dans James Bond ?»« Juste un fou, à mon avis. Et parce qu'il est fou, le risque ne compte peut-être pas pour lui. T'as qu'à voir le risque qu'il a pris au City Center en fonçant dans cette foule de gens. Mais ça ne tient toujours pas. Repassez-moi Jérôme, s'il vous plaît. » Elle obéit. Hodges dit à Jérôme de quitter les lieux avant que tante Charlotte et oncle Henri ne rentrent et ne les surprennent en train de fricoter avec l'ordinateur d'Olivia. « Qu'est-ce que vous allez faire, Bill ?» Il regarde dehors, où le crépuscule a commencé à intensifier les couleurs du jour. Il est bientôt 19 heures. « Réfléchir. La nuit porte conseil, » répond-il.